Bienvenue dans les 4V, Amélie Oudéa-Castéra. Alors, on l'a vu ces dernières heures, l'Ukraine a été à nouveau touchée par des tirs de missiles. Vladimir Poutine promet d'intensifier les frappes sur l'Ukraine. Est-ce que dans ces conditions, il est encore tenable d'accueillir des athlètes russes et biélorusses, quand bien même ce sera sous bannière neutre, a décidé le CIO? Est-ce que c'est encore tenable de les accueillir lors des JO de Paris dans quelques mois? Vous savez, les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies disaient que plus le contexte international se tend, plus il est important au contraire, de protéger nos valeurs. Et quand on dit qu'il y a dans le droit international un principe de non-discrimination qui doit permettre d'accueillir des athlètes russes ou biélorusses qui n'ont rien fait, dès lors qu'ils n'ont pas soutenu la guerre, qui n'ont pas de lien avec les agences Ça sera regardé de très près. gouvernementales, ça fait partie des critères posés par le CIO. On sera très vigilant quant à leur respect. Ce qu'on voit aussi, c'est que Vladimir Poutine considère que même les faire venir sous bannière neutre, ce serait enterrer, dit-il, l'esprit de l'olympisme. Qu'est-ce que vous lui répondez? On se moque de ce qu'il pense. Il y a des règles qui sont posées par le CIO. C'est le CIO qui a l'autorité pour décider qui participe ou qui ne participe pas. Le CIO ainsi que l'IPC côté paralympique ont posé des critères qui sont objectifs, qui permettent d'intégrer sans drapeau, sans les couleurs du pays, sans hymne, les ressortissants russes et biélorusses, dès lors qu'ils respectent la charte olympique. À partir de là, il faut poser ce cadre, faire en sorte qu'il soit respecté jusqu'au bout et tout faire pour que, précisément, le pouvoir russe n'instrumentalise pas le sport pour sa propre gloire. On voit bien qu'aujourd'hui, avec des initiatives comme les Jeux du futur, avec les Jeux des BRICS, ce qu'essaye de faire Vladimir Poutine, c'est d'utiliser le sport pour la gloire russe, la gloire de son pays. Donc il faut absolument se tenir à distance de ce type de mécanique. C'est des messages provocateurs. On l'a aussi entendu parler de discrimination ethnique. Tout ça est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe si à l'issue d'une compétition, c'est de poser nos règles et de nous y un tenir. athlète russe qui a obtenu une médaille brandit un drapeau de son pays? Il se passe quoi dans ces cas? Il ne le fera pas. Ça ne sera pas possible qu'il arrive sur ce qu'on appelle le field of play, le terrain de jeu, avec un drapeau. Non, il n'y aura ni hymne, ni drapeau, ni couleur de ces pays dans les tribunes. Alors, j'ai regardé ce matin en arrivant à France Télévisions, comme on est diffuseur officiel, le compteur officiel, on est à moins 205 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. On a beaucoup parlé des transports. Désormais, ce sont les policiers qui s'inquiètent de leurs conditions de travail. Nos confrères du Figaro racontent ce matin que cette mobilisation à 100%, évidemment, qu'on leur demande pendant cette période, pas de congé pendant la période des JO, ça les inquiète. Ils estiment que les primes ne sont pas à la hauteur. Il y a un bloc de 14 syndicats qui appelle à une journée noire de mobilisation mi-janvier. Vous leur répondez quoi? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a engagé le dialogue social. Il a posé un certain nombre de premiers éléments de discussion, et notamment en faisant valoir qu'au contraire, dans la période du 15 juin au 15 septembre, les forces de sécurité intérieure auraient la capacité à avoir 2 semaines de congé. Il y a juste une période entre le 24 juillet et la mi-août, au plein cœur des compétitions, où là, il ne sera pas possible de prendre de congé. Il a évoqué également la rémunération des heures supplémentaires, bien entendu, des dispositifs aussi qui permettront d'organiser le report de congé et des éléments aussi sociaux pour l'accompagnement, l'accueil de la petite enfance, et aussi faire en sorte qu'il y ait des séjours proposés aux enfants des policiers, des gendarmes, de toutes les familles qui vont être mobilisées ou impactées à l'occasion de ces Jeux olympiques et paralympiques. Également des primes importantes, 3 niveaux de primes qui pourront aller jusqu'à 1 500 € en fonction des suggestions effectives auxquelles seront soumises les différentes équipes. Ce dialogue va se poursuivre. Moi, je voudrais évidemment saluer l'action des forces de l'ordre qui nous ont encore protégés là pendant les fêtes, qui vont être en effet mises à rude épreuve pendant, bien sûr, et qui ont déjà aussi travaillé beaucoup pour accompagner la Coupe du Monde de rugby, l'accueil du roi Charles, faire en sorte qu'on ait, avec la messe papale, un succès là aussi dans l'accueil de tous ces événements. Cette dimension de sécurité, elle est absolument essentielle pour les Français. Est-ce que vous êtes certaine, ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire que la cérémonie d'ouverture aura bien lieu sur la scène, ou est-ce qu'il y a un plan B? C'est le projet, cette cérémonie sur la scène. C'est le cœur de notre ambition de jeu iconique.
Donc c'est là-dessus que nous travaillons. Il y a un certain nombre de variables d'ajustement autour de ce concept-là. C'est une folie sur le plan sécuritaire, disent certains. Non, c'est absolument pas une folie quand on voit la manière dont c'est préparé par les équipes sous la houlette du ministre de l'Intérieur avec le préfet de police qui est à la manœuvre sur la préparation de tout ça, ainsi qu'avec le préfet de la région Île-de-France. Mais ce qui est évident, c'est que s'il devait y avoir un durcissement du contexte sécuritaire avec une multiplication des attaques sur notre sol, etc., évidemment que le président de la République, et d'ailleurs les Français attendent de nous qu'on ait une capacité d'alternative. Sur le plan sportif, des Jeux réussis pour la France, ce serait quoi Tokyo 2021, 33 médailles, 10 d'or, 12 d'argent, 11 de bronze. Top 5 des nations les plus médaillées côté olympique, ça veut dire passer d'à peu près 10 médailles d'or à 16, 17. On sait qu'on peut le faire. Il y a en plus cette capacité qu'on a à être poussé quand on est un athlète tricolore par le contexte du pays hôte. Et puis, je pense que côté paralympique, l'objectif, c'est de doubler le nombre de titres. On en avait eu 11 la dernière fois à Tokyo, d'arriver à en avoir 22, 23, 24, rentrer dans le top 8 pour ensuite rentrer là aussi durablement dans le top 5. C'est ça notre ambition. Alors cette année, l'activité physique est grande cause nationale en 2024. À la rentrée 2022, le président de la République avait promis 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles. Concrètement, aujourd'hui, combien d'écoles appliquent cette préconisation et cette mesure du chef de l'État ? Entre 75 et 80%. Et avec Gabriel Attal, on veut évidemment avoir une généralisation effective à 100%. C'est l'un des messages que nous passerons la semaine prochaine au recteur. Continuer à accélérer dans cette généralisation en lien avec les professeurs des écoles. Mais le président de la République, il avait aussi dit en 2017 qu'il voulait 3 millions de pratiquants supplémentaires réguliers. On les a. Aujourd'hui, on est au rendez-vous. Et ce qu'on voudrait maintenant, après avoir mis 6 ans à gagner ces 3 millions de pratiquants supplémentaires, c'est dans les 4 années, là, aller en chercher à nouveau 3 millions. Et c'est l'un des objectifs que nous poursuivons à travers la grande cause, qui va aussi nous permettre de mettre ces 30 minutes d'activité physique quotidienne au cœur du quotidien des Français. Ça fait un bien fou. Chacun a son rythme, selon ses possibilités, son contexte. Marche, footing, vélo, s'inscrire dans un club, dans une salle de gym. Voilà, c'est tout ça pour lutter mieux contre la sédentarité, qui est un vrai fléau sanitaire. Amélie Oudéa-Castéra, est-ce que vous êtes certaine que vous serez encore ministre lors des Jeux Olympiques ? Non, personne n'est sûr de rien. Mais en tout cas, je suis rivée sur ma tâche, vraiment à 100%. Je vous dis ça parce qu'évidemment, il y a cette idée de remaniement qui plane en cette rentrée 2024. Vous souhaitez qu'Elisabeth Borne reste à Matignon ? C'est une bonne première ministre ? Écoutez, moi j'ai de très bonnes relations avec Elisabeth Borne. Elle est un grand soutien des politiques sportives. Et voilà, je suis dans une logique aujourd'hui à être concentrée sur la mission qui m'est confiée. Il y a beaucoup de travail. On a, vous l'avez dit, encore 205 jours pour être impeccablement prêt et essayer de faire de cet événement quelque chose dont les Français se souviendront longtemps. Ces Jeux, c'est leur jeu. Moi, je voudrais qu'on se dise que voilà, ça aura été grand, qu'on l'a fait, qu'on l'a réussi tous ensemble pour faire rayonner notre pays, pour accélérer un certain nombre de nos transformations et parce que c'est un privilège exceptionnel d'accueillir le premier événement sportif planétaire. Dans les dossiers importants que vous allez encore gérer dans les semaines et dans les mois à venir, si vous êtes toujours ministre des Sports, il y a cette question du Stade de France. C'est aujourd'hui que les candidats, soit à la poursuite d'un consortium, soit à l'achat de ce stade, s'il est vendu, vont déposer leur dossier. Est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce qu'il faut vendre le Stade de France ou est-ce qu'il faut continuer sur une logique de consortium ? Alors, les offres vont être déposées jusqu'à midi, secret des affaires, j'en dis pas plus là-dessus. On va continuer de regarder concession et cession, regarder les mérites des différents dossiers qui ont été déposés, mérites économiques, mérites techniques, l'insertion aussi dans le territoire, la qualité du projet pour la Seine-Saint-Denis, pour la ville de Saint-Denis. Et à la lumière de tout ça, on va se donner l'année 2024 pour affiner les choix, le modèle et prendre jusqu'au bout les bonnes décisions entre concession et cession. Le but, c'est d'avoir le meilleur projet pour le Stade de France. Ce serait pas vendre une part du patrimoine français pour beaucoup de Français. Le Stade de France, c'est la victoire des Bleus en 98. Ça fait partie du patrimoine français. Oui, mais ça, personne ne nous l'enlèvera. Ça, personne ne nous l'enlèvera, ça. On disait il y a quelques instants que les ministres ne savent pas s'ils vont rester en place. Il y en a un autre dont on ne sait pas s'il va rester en France, c'est Kylian Mbappé. Il est libre à partir du 1er janvier de contacter d'autres clubs pour sa signature l'an prochain. S'il devait quitter le PSG, ce serait un problème, ce serait embêtant pour la France. Comment vous voyez ça, vous ? Écoutez, en tout cas, moi, je me réjouis de le voir sur le terrain ce soir. Je serai au Trophée des Champions. Ce sera une très belle soirée de foot pour ce début d'année 2024 où le sport va être mis à l'honneur. On a très belles échéances
Il y a l'équipe de foot au JO qui va se dessiner sous la houlette de Thierry Henry. On aura cet Euro en juillet aussi en Allemagne qui va être un moment formidable. Donc Kylian fera partie de ces grands rendez-vous. Pour le reste, voilà, ce sont des décisions qui appartiennent à d'autres. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castéra, c'est à vous Samuel. Donc on verra dans quelques semaines si les ministres sont toujours en place et si Kylian Mbappé est toujours au PSG. On suivra ça avec attention en effet. Merci Guillaume, merci à Sophie Berger-Finot pour la langue des signes. Amélie Oudéa-Castéra, invitée des 4V, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est revenue notamment sur le sujet brûlant de la participation des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre. Le cœur de notre ambition, c'est évidemment la cérémonie d'ouverture, mais c'est aussi que le gouvernement russe n'instrumentalise pas le sport pour sa propre gloire. Un athlète russe ne brandira pas un drapeau russe en cas de victoire. Il n'y aura ni hymne ni drapeau. Voilà ce qu'il fallait retenir.